Bonjour à toutes et à tous. 121e éclairage sur l'actualité, alors un peu particulier aujourd'hui, déjà par la date, puisqu'il est décalé d'un jour pour à la fois suivre de plus près l'actualité brûlante russe, et puis aussi pour tenir compte du jour férié de demain, avec donc aujourd'hui une actualité particulièrement dense et riche, alors qu'il va être un peu en deux parties. On va voir d'une part Arnaud qui va commencer à répondre à vos attentes, à les interrogations de tous, avoir une analyse sur l'adresse du président hier à la Nation, et puis ensuite Igor nous parlera plus globalement du monde, avec notamment des choses sur la Chine et voilà, et d'autres éléments. Donc, pas mal de choses. Vous pouvez déjà commencer à poser vos questions. Et nous espérons qu'aujourd'hui, tous les micros vont bien marcher. On a bien entendu vos réflexions et donc on espère qu'aujourd'hui, nous serons audibles. Voilà, Arnaud, c'est à toi. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à tous. C'est tenu hier l'adresse annuelle de Vladimir Poutine à l'Assemblée fédérale. L'Assemblée fédérale, je le rappelle, ce sont les deux chambres du Parlement russe, ainsi que certaines personnalités. On a ainsi vu le patriarche de toutes les Russies de Cyril au premier rang. Il s'agissait hier de la 18e adresse annuelle de Vladimir Poutine. La dernière en date s'était tenue en avril 2021. Vous le savez, l'année dernière, il ne s'était pas exprimé, alors même que c'est une obligation constitutionnelle. Le discours d'hier était assez long, 1h45. Le plus long avait eu lieu en 2018, il avait duré 2 heures. Alors ce discours était très attendu pour différentes raisons, des raisons de calendrier, puisqu'il se tenait à l'approche du premier anniversaire du début du conflit en Ukraine. Euh, Par ailleurs, le fait qu'une session extraordinaire de la Douma d'État et du Conseil de la Fédération avait été fixée au lendemain de cette intervention, c'est-à-dire aujourd'hui, 22 février, avait suscité diverses spéculations et suscité de diverses attentes. Parmi les rumeurs qui circulaient à la veille de ce discours, celle d'une absorption de la Biélorussie, une rumeur récurrente et qui ne s'est d'ailleurs jamais vérifiée depuis 25 ans. On parlait également de l'intégration, pour ne pas dire l'annexion de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. On parlait d'une deuxième vague de mobilisation, voire d'un changement de statut juridique de l'opération spéciale qui aurait pu devenir tout simplement une guerre avec une déclaration en bonne et due forme en Ukraine. Rien de cela ne s'est confirmé. L'autre intérêt de cet exercice est évidemment d'observer la gestuelle, notamment du président russe, son état de forme et son état d'esprit. Pas d'annonce sensationnelle, donc, à l'exception du nucléaire, mais nous y reviendrons plus en détail avec Igor lors de la deuxième partie de notre éclairage. Ce discours, de mon point de vue, avait deux objectifs majeurs, rassurer les élites et la population, tant sur la situation actuelle que sur les perspectives, et par ailleurs envoyer un message de très grande fermeté, pour ne pas dire plus, à l'Occident. Alors, le discours comportait plusieurs chapitres assez distincts, à l'articulation parfois d'ailleurs assez hasardeuse. Tout d'abord, un long dégagement sur le conflit en Ukraine, sur l'opération militaire spéciale, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle en Russie. Vladimir Poutine, sans surprise, a repris son narratif habituel sur les origines du conflit, sur 2014, sur Maïdan, le coup d'État euh, qui, selon lui, a porté au pouvoir des néo-nazis. Je cite, il est revenu aussi assez longuement sur les accords de Minsk, sur les stratégies occidentales d'obstruction, c'est comme ça qu'il l'interprète en tout cas, et à l'appui de son raisonnement, il y a les récentes déclarations de François Hollande et d'Angela Merkel, qui, je le rappelle, ont déclaré ont déclaré que pour eux, les accords de Minsk, c'était une façon de gagner du temps pour l'Ukraine. Vladimir Poutine, par ailleurs, a repris, et il le fait systématiquement depuis des années, à Valdaï et ailleurs, les divers incidents, les diverses crises dans lesquelles, selon lui, les Occidentaux n'ont pas joué le jeu, ou en tout cas ont joué un jeu trouble, la Yougoslavie, l'Irak en 2003 et la Libye en 2011. Vladimir Poutine est également revenu sur des épisodes plus récents, notamment
les propositions mises sur la table par la Russie en novembre 2021, propositions relatives aux garanties de sécurité et à l'architecture de sécurité européenne, qui, on se souvient, n'ont pas abouti. Et il a également affirmé, ce qui est très contesté, et probablement très contestable, qu'en février 2022, eh bien, l'Ukraine avait l'intention d'attaquer le Donbass. Et il a prononcé une phrase qui, là aussi, est importante, et on en pense qu'on en veut, mais elle doit être relevée. Il a dit, je cite, « Ce sont eux qui ont déclenché la guerre ». Le ton général, cela a été déjà relevé dans la presse, évidemment, c'est la tonalité très anti-occidentale. Il y a certains passages qui, là aussi, de mon point de vue, doivent être relevés parce qu'ils révèlent l'état d'esprit de la direction russe, au-delà de Vladimir Poutine d'ailleurs, je pense. Selon Poutine, il y a une volonté occidentale de causer, je cite, une défaite stratégique de la Russie. Toujours selon Vladimir Poutine, l'Occident souhaite en finir définitivement avec la Russie. Il en va, je cite, de l'existence de la Russie. Donc on voit qu'il s'agit de phrases d'abord qui ne sont pas improvisées, qui ont été écrites, qui ont été sous-pesées, et dans la bouche du président d'une puissance nucléaire, évidemment, ça a une signification. Bon, dans la tirade anti-occidentale, il y a, là encore de façon assez traditionnelle, si j'ose dire, l'énumération des différends, et en particulier les évolutions sociétales, les questions de famille, etc. etc. Ensuite, Vladimir Poutine a annoncé une série d'aides aux familles, des militaires, des mobilisés, mais également des volontaires, ce qui veut sans doute dire des combattants des sociétés militaires privées. Il a annoncé la création d'un fonds spécial qui centraliserait l'ensemble des dispositifs d'aide aux combattants et à leur famille. Il a également, et ce n'est pas anodin, proposé un congé de 14 jours hors délai pour le voyage, tous les 6 mois, ce qui veut dire, accessoirement, que les choses vont durer, mais on s'en doutait par ailleurs. Autre chapitre important du discours de Vladimir Poutine, c'est l'économie. L'économie russe, dont il a relevé la résilience pour s'en féliciter. Il a parlé des sanctions qui, je cite, punissent leurs initiateurs. Il a évoqué, là encore, je cite, le vol des réserves de la Banque centrale de Russie par les Occidentaux. Il a rappelé les mesures prises par le gouvernement fédéral pour amortir le choc qui est limité à 2,1% selon les dernières données de Rostat. Il a également relevé, et c'est intéressant, qu'un tiers du commerce extérieur se fait désormais en roubles. Et si on ajoute la part effectuée en devises nationales des pays dits amicaux, on arrive, selon Vladimir Poutine, à peu près 50% du commerce extérieur du pays. Donc c'est une tendance qui s'accélère et qu'il faudra suivre de près. Autre point assez intéressant, qui n'est pas nouveau, hein, encore une fois, le président russe insiste régulièrement là-dessus, la nécessité de tenir compte des échecs de l'URSS et notamment des dépenses militaires trop importantes qui auraient abouti et qui ont abouti, en tout cas qui ont joué un rôle majeur dans l'effondrement de l'économie soviétique. Donc il y a toujours cette conscience qu'il ne faut pas répéter les erreurs de la direction soviétique de la fin des années 80 et même probablement des directions antérieures. Autre point saillant, l'hommage très appuyé du président russe à 2 secteurs qui ont réalisé de très belles performances en 2022, le logement et l'agriculture, et ça renforce évidemment les ministres en charge de ces portefeuilles, à savoir M. Rousnoulin, vice-premier ministre, et Dmitri Patrouchev, fils du secrétaire du Conseil de sécurité nationale. Vladimir Poutine, toujours dans le domaine économique, a annoncé un certain nombre de priorités et de mesures, parfois très détaillées, qui on a parfois l'impression d'un changement de niveau. Hein. On passe de la stratégie mondiale à des
finalement à des questions qui relèvent plus de l'intendance, mais c'est là aussi assez typique des interventions du président russe qui aime entrer dans les détails. Les infrastructures, hein, priorité de l'action gouvernementale, gazification des territoires, crédit d'impôt pour les entreprises qui achèteraient et qui achèteront des solutions IT nationales. Il y a aussi, et c'est important, l'augmentation assez spectaculaire du salaire minimum. Le salaire minimum en Russie servait surtout historiquement à calculer les autres prestations sociales, mais il était toujours situé en dessous du minimum vital. Pour la première fois, le salaire minimum sera au-dessus du minimum vital. Il y a également l'élargissement du capital maternel. Le capital maternel, c'est une mesure qui a été introduite en 2007, une mesure de soutien à la natalité. C'est le versement par l'État d'une somme conséquente, hein, c'est environ 10 000 euros. Alors, au début, c'était la naissance du deuxième enfant, et puis ça a été élargi au premier enfant. C'est débloqué pour des dépenses très particulières, l'éducation, le logement, etc. Eh bien, cette mesure va être élargie, étendue au territoire, ce que Vladimir Poutine qualifie de nouveaux territoires, c'est-à-dire les républiques de Lugansk et Donetsk, ainsi que les régions de Kherson et Zaporozhye, en tout cas les parties qui sont aujourd'hui contrôlées par la Russie. Il y a enfin une réforme de l'enseignement supérieur qui a été annoncée, qui consacre le découplage, on va dire la rupture avec le système de Bologne, qui était en place depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un autre volet du divorce russo-européen. Quelques mots maintenant de politique intérieure. Hein. Vladimir Poutine en a parlé aussi. Il a fait une annonce remarquée à propos des échéances électorales à venir, échéances de cet automne, élections locales et régionales, et évidemment la présidentielle de 2024. Vladimir Poutine a déclaré que tous ces scrutins se dérouleraient aux dates prévues, je cite, en stricte conformité avec la loi. C'est un signal évidemment envoyé aux élites. Mais il n'y a pas de situation extraordinaire qui justifierait un report ou une annulation de ces élections. En revanche, Vladimir Poutine, conformément à sa stratégie antérieure, n'a apporté aucune précision sur ses intentions. Enfin, le dernier chapitre, c'est l'OTAN et le contrôle des armements. Igor va y revenir, donc je n'en parlerai pas. Si l'on doit résumer ou essayer d'analyser donc ce discours, moi, ce que j'en retiens personnellement, c'est que ce conflit est un conflit existentiel, manifestement pour la Russie. Ce n'était pas forcément le cas d'ailleurs il y a un an. Aujourd'hui, c'est un conflit existentiel et en tout cas perçu comme tel par le président russe et plus généralement par l'élite qui l'entoure. Ce qui est intéressant aussi, oui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, il y a également un message très puissant adressé aux oligarques qui ont été, je cite, volés par les Occidentaux, mais Poutine a également dit que personne ou presque ne les avait plaints en Russie, parce que tout le monde se souvenait des années 90 et des conditions de la privatisation. Vladimir Poutine leur a indiqué finalement ce qu'on pourrait appeler le chemin de la rédemption, ou en tout cas d'une forme de rédemption, en les encourageant à investir dans l'économie nationale. Vladimir Poutine a dit l'avenir est ici et seulement ici. Encore une fois, je pense que c'est un message important dans le contexte actuel. Donc, un conflit existentiel, un message aux oligarques de façon plus générale, le sentiment d'une nouvelle normalité qui s'installe, avec la guerre comme facteur de fond, à la fois central mais absent, paradoxalement, du discours de Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine n'a apporté aucune précision sur les objectifs de la Russie, sur la méthode employée et sur l'issue de ce conflit. C'est assez déroutant d'ailleurs. Combien de temps cela peut-il durer? Aujourd'hui, je dirais à minimum toute l'année 2023, mais peut-être au-delà.
2024 ne semble plus être un facteur crucial pour le déroulement du conflit. Il est possible que le président russe cherche lui aussi à enjamber cette échéance et que la poursuite du conflit ne constitue pas un obstacle finalement au déroulement du scénario tel qu'il est vu par le Kremlin. Pour l'instant, me semble-t-il, les élites semblent prêtes à suivre, en tout cas, ne sont pas prêtes à sauter dans l'inconnu. La seule ligne de faille observable aujourd'hui au sein des élites, c'est le conflit ouvert. Il est encore assez déconcertant entre M. Prigogine et la direction du ministère de la Défense. Et de façon plus générale, ce qui est frappant dans ce discours, et je terminerai là-dessus, ce serait une forme de transition pour parler de politique étrangère, c'est une radicalisation graduelle et prévisible sur l'ensemble des grands sujets. Merci infiniment Arnaud pour cette densité dans l'analyse. Juste une précision, est-ce que vous avez en tête le montant du salaire minimum et du seuil de pauvreté? Alors, donc au 1er janvier 2024, il y aura une double indexation et à ce moment-là, le salaire minimum atteindra 19 200 roubles. Voilà. Et le seuil de pauvreté est en dessous aujourd'hui. Donc ça fait un peu moins de 300 €, ce qui n'est pas considérable. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en province, en Russie, aujourd'hui, il y a des salaires qui se situent entre 20 000 et 30 000. Donc, il faudra voir si c'est un effet d'entraînement sur le reste des salaires. Mais aujourd'hui, disons que, enfin, jusqu'à aujourd'hui, comme je le disais dans mon propos, le salaire minimum était une sorte de fiction, en réalité, qui ne permettait pas de vivre, mais plutôt une sorte de grille indicielle pour calculer les autres prestations sociales. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Merci, donc on est bien d'accord, ce sera le salaire minimum qui sera indexé sur le seuil de pauvreté. Pas vraiment, en fait. Disons que je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation entre les deux décisions. Ah, je peux comprendre le contraire. Voilà. Bien, Igor, en piste. Merci Gilles, bonjour à tous. Donc je vais commencer par vous restituer un peu la trame des déclarations et des événements de ces dernières 24 heures, et puis ensuite je vous livrerai un peu mon sentiment sur tout ça, puisque dans le discours de Vladimir Poutine d'hier, il a aussi été question de politique étrangère et de sécurité, même si le bloc principal de son intervention était quand même consacré à politique intérieure, à l'économie. Le président russe, néanmoins, a entamé son allocution en égrénant les traditionnels griefs qu'il nourrit à l'encontre de ce qu'on appelle l'Occident collectif en Russie. C'est donc, je dirais, une litanie désormais traditionnelle dans les grands discours du président russe. Puis, il a aussi tenu, comme on le pressentait dans notre précédent briefing, il a aussi tenu à, une nouvelle fois, justifier sa décision de recourir à la force en Ukraine le 24 février dernier. Arnaud en a parlé, je ne reviens pas dessus. Puis il y a eu le bloc économique et sociétal au milieu de son discours. Et à la fin, eh bien, le président russe a annoncé la suspension de la participation de la Russie au traité New Start, mais n'a pas dénoncé le texte. Et la loi afférente donc à cette suspension a été adoptée par la Douma d'État aujourd'hui, puisque les deux chambres étaient convoquées en session extraordinaire pour entériner les grandes décisions prises, indiquées hier par Vladimir Poutine dans son discours. Je vais revenir sur New Start juste après. Et troisième information, toujours liée à ce discours de Vladimir Poutine, l'oukase de mai 2012 portant sur les moyens de la mise en œuvre de la politique étrangère russe a été abrogé par le chef de l'État. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en réalité ça ne l'est pas tellement. Là aussi, j'y reviens juste après. Autre élément à retenir de ces dernières 24 heures, c'est la visite évidemment de Joe Biden en Pologne, après que le président américain se soit rendu donc à Kiev. On en a longuement parlé lors de nos précédents briefings. Le président américain est donc revenu en Pologne, par là où il était passé pour donc aller en Ukraine. Il a prononcé un discours en fin de journée à Varsovie, dans lequel il a, alors je synthétise, mais célébré la force et l'unité de l'Europe, de l'Amérique et de l'OTAN dans la crise. Il a célébré aussi, salué la résilience de l'Ukraine, un an après le début de la guerre.
Il a cité le principe fondamental de l'article 5 de la Charte de l'Atlantique, un pour tous, tous pour un, en quelque sorte, est tenu donc à réaffirmer la robustesse de l'engagement américain à défendre le territoire des membres de l'Alliance. Il s'est ensuite adressé au peuple russe dans un passage de son discours dans lequel il a affirmé que ni les États-Unis ni les nations européennes ne cherchaient à détruire la Russie et que selon lui, Vladimir Poutine peut mettre fin à ce conflit, je cite, en un seul mot. Et enfin, Joe Biden s'est ensuite entretenu en bilatéral avec la présidente moldave Maya Sandu, qui avait fait le déplacement pour assister au discours du président américain. Troisième information à relever, évidemment, c'est la visite du haut représentant chinois, donc du conseiller du président Xi Jinping pour les affaires étrangères, M. Wang Yi, qui a terminé sa tournée internationale à Moscou, puisqu'il est arrivé hier soir dans la capitale russe. Il a commencé par s'entretenir avec Nikolai Patrouchev, qui est donc secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération. Donc hier soir, les deux hommes ont eu un entretien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet entretien? Bon, tout d'abord que M. Wang Yi a affirmé que les liens entre la Russie et la Chine, je cite, sont aussi solides qu'un rocher. M. Patrouchev, de son côté, a fait part du soutien de Moscou à Pékin concernant Taïwan, le Xinjiang, le Tibet et Hong Kong, que, d'après M. Patrouchev, l'Occident utilise pour discréditer la Chine. Et il a qualifié de priorité absolue pour la Russie le développement des relations et du partenariat sino-russe. Monsieur Wang Yi aujourd'hui a rencontré Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, puis s'est entretenu avec Vladimir Poutine à la mi-journée avant que le président russe ne prenne la direction du stade Loujniki pour le grand rassemblement qui a lieu en ce moment. Enfin, selon Wall Street Journal, le président chinois Xi Jinping pourrait se rendre à Moscou dans les prochains mois sans qu'on ait de date précise ou de période pour cette visite. Alors, qu'est-ce que ça laisse comme impression? Qu'est-ce qu'on peut de ces éléments? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme analyse? Tout d'abord, donc le haut représentant chinois, comme je l'avais indiqué lundi, était à Munich pour la conférence sur la sécurité la semaine dernière. Il y est intervenu, je ne reviens pas dessus, mais au cours de ce déplacement, il a remis la trame, enfin le plan de paix chinois à M. Kouleba, donc ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui a accusé réception, mais qui a dit que l'Ukraine allait étudier sérieusement ce texte, n'a pas fait plus de commentaires là-dessus à ce stade. On peut raisonnablement penser que les autorités russes ont aujourd'hui reçu une copie du texte également, qui va être étudiée. Et cette mission de médiation chinoise, que la Chine tente en quelque sorte, intervient de manière concomitante avec la publication hier par Pékin de son initiative globale pour la sécurité. C'est un texte qui a été présenté par le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, M. Qin Gang, et qui est un texte qui expose la perception chinoise des affaires internationales. Alors, j'ai trouvé le texte en anglais, évidemment, je maîtrise pas le chinois. Il est là, c'est un texte de 4 pages que j'ai lu assez rapidement et qui est intéressant parce qu'on trouve des passages avec des convergences très fortes sur ce qu'on pourrait lire dans des documents stratégiques russes, alors notamment en matière d'indivisibilité de la sécurité. C'est l'article 4 de ce papier, donc document The Global Security Initiative, chinois. Et c'est intéressant parce que cet article 4, quand je l'ai lu, j'ai eu le sentiment que je pouvais lire un document russe, en fait, parce que c'est un phrasé qui aurait pu être préparé ou écrit par les Russes. C'est assez confondant. Il est question de sécurité, donc la sécurité des États ne doit pas être assurée au détriment de la sécurité des autres États. Il y a la conviction que tous les pays ont droit à une sécurité qui est égale et que tous les intérêts de sécurité sont égaux entre eux. Comment dirais-je, la sécurité, les intérêts légitimes et raisonnables de sécurité doivent être pris en compte par tous et de manière sérieuse et traités comme il se doit. Et aucun pays ne doit chercher à assurer sa sécurité au détriment de celle des autres. Et si vous vous souvenez, bon après il y a d'autres phrases, je vous épargne tout le reste, mais ce qui est intéressant, c'est si vous vous souvenez, Vladimir Poutine en a parlé dans son texte, il est revenu à 2021 au projet d'accord que les Russes avaient soumis aux États-Unis et à l'OTAN sur les nouveaux cadres d'architecture de sécurité dans lesquels les Russes et les Occidentaux pourraient coexister. Bon, ça avait été écarté d'un revers de la main par l'OTAN qui expliquait que le texte était une farce. Les Américains avaient produit un travail plus sérieux, une réponse beaucoup plus professionnelle. On l'avait expliqué dans nos briefings de l'an dernier.
Et en gros, il y avait 2 visions qui s'affrontaient. La vision des Russes, donc qui consiste à dire que la sécurité est indivisible et qu'autrement dit, les Occidentaux, les Européens, les Ukrainiens ne peuvent pas assurer leur sécurité au détriment des intérêts sécuritaires russes. Et cette vision était confrontée à celle côté occidental que, eh bien, chaque État est libre de prendre les dispositions qu'il entend pour assurer sa sécurité. Traduction, adhérer à l'OTAN ou pas adhérer à l'OTAN, ça, voilà, ça les regarde. Et donc, il y avait un peu une incompatibilité entre ces deux approches. Bon, on voit que là, les Chinois sont sur ce point-là, en tout cas, sur la ligne de la Russie. Bon, il est aussi repris, il y a tout un récit qui est fait sur la souveraineté, concernant la souveraineté et la non-interférence dans les affaires internes des États. Et le texte, enfin, dénonce, je cite, la mentalité de la guerre froide, l'unilatéralisme, la confrontation entre blocs et l'hégémonisme. Fin de citation. Donc c'est un texte qui n'est pas inintéressant et une fois de plus, concomitamment, il est présenté, mis sur la table au moment où les Chinois tentent cette opération de médiation qui en est assez balbutiement. Deuxième nouvelle, c'est évidemment sur le New Start. Alors en fait, c'était la principale annonce, enfin la grande annonce du discours de Vladimir Poutine qui a duré 1h50 et cette annonce a été faite évidemment à la fin, dans les dernières minutes. Donc il fallait écouter jusqu'au bout pour avoir la primeur de l'information. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on se retire de l'application du texte, mais on ne dénonce pas l'accord. Alors, le New Start, pour rappel, a été signé par les présidents Medvedev et Obama en 2010, entré en vigueur en février 2011 pour une durée de 10 ans, reconduit in extremis par l'administration Biden, fraîchement installée en février 2021. Souvenez-vous, Donald Trump, dans ces derniers mois, essayait d'en faire un objet de négociation avec les Russes pour obtenir en réalité des concessions de la part des Russes sur tout à fait autre chose. Et il y avait un risque que le traité devienne caduc et qu'il fallait qu'on reprenne les négociations pratiquement de zéro, ce qui bien que l'administration démocrate, une fois arrivée, s'est empressée de le reconduire en février 2021, donc pour 5 ans. Qu'est-ce que cette décision concrètement aujourd'hui elle entraîne depuis que la Douma a décidé à voter la loi afférente? En réalité, pas grand-chose. Les Russes continuent de jouer le jeu en ce qui concerne les notifications pour les tirs de missiles balistiques, parce qu'il y a un traité à part qui date de 1988, où dès lors qu'on va tirer un missile balistique ensilé ou appartient à un sous-marin, on notifie les Américains sur l'heure, le lieu, etc., etc. Bon, ça va continuer de fonctionner. Les visites de sites et les inspections réciproques, de toute façon, sont suspendues depuis qu'il y a le conflit, puisqu'en général, les équipes russes se rendaient aux États-Unis sur des sites pour inspecter tout ce qu'on peut imaginer, hein, sur un site militaire, des silos, des entrepôts où on stocke des têtes nucléaires, des choses comme ça. Les Américains en faisaient de même. Il y avait des survols de sites, etc. Tout ceci n'a plus cours. Et il y a également des échanges de données qui sont faits et qui permettent aux uns et aux autres de surveiller l'état de l'arsenal stratégique russe-américain. Bon. En réalité, c'est sur ces échanges de données qu'il y a un point d'interrogation. Est-ce que les Russes vont continuer de communiquer aux Américains des chiffres ou pas? Ça, on va voir. Mais à ce stade, c'est plutôt un geste politique et plutôt, je dirais, un appel au dialogue, puisque dans l'absolu, et en vertu des dernières données qui sont officielles et publiquement consultables, les nombres de têtes nucléaires d'une part et de vecteurs d'autre part, aussi bien russes qu'américains, sont largement dans les quotas, dans les plafonds qui sont posés par le texte. Hein. Donc je rappelle 1550 têtes nucléaires au maximum déployées sur 700 vecteurs. Vecteurs donc déjà déployés sur les vecteurs, hein, pas stockés quelque part et qu'il faut monter. Voilà. De toute façon, on est dans ce diapason-là. Vladimir Poutine, dans son discours, a quand même fait une allusion explicite aux armes stratégiques françaises et britanniques, en cohérence avec le concept d'Occident collectif. Il a dit finalement, les Américains, c'est bien, ils ont 1500 têtes nucléaires, mais pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas y additionner les têtes françaises et britanniques, puisque de toute façon, tous ces gens-là s'opposent à nous, ils sont dans l'Occident collectif, et par conséquent, il y a une inégalité. Bon, à voir si jamais quelle forme ça pourrait prendre. En tout cas, la porte n'est pas fermée. Très clairement, la Russie peut revenir dans l'application du texte, mais on comprend avec des conditions nouvelles, notamment avec ce point d'interrogation sur est-ce qu'on décompte ou pas les arsenaux français et britanniques. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Quid de l'arsenal chinois? Ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Les Chinois ne veulent pas entendre parler d'aucun traité de limitation, à ce stade en tout cas, de leur potentiel nucléaire. Il sera très dur de les convaincre de rentrer en tout cas à ce jour, dans un quelconque mécanisme de contrôle multilatéral, mais qui sait, avec peut-être que de cette crise, il ressortira une surprise et qu'on trouvera les grandes puissances autour de la table qui seront d'accord de se mettre, de se contraindre, de se lier les mains par un texte commun.
Il y a également une sortie du président russe sur les essais nucléaires qui a été relevée et qui fait, à mon sens, potentiellement planer la menace d'une sortie de la Russie du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires. Alors, c'est un traité de 1996 que la Russie a ratifié en 2000. Les Américains, évidemment, ne l'ont pas ratifié. Ils ratifient en réalité très peu de textes internationaux. Ils les signent, mais ils ne les ratifient pas. La Chine non plus n'a pas ratifié le texte sur les essais nucléaires. Et c'est peut-être un petit peu, à mon sens, le bâton brandi par la Russie, ou potentiellement la menace, si jamais le dialogue ne reprend pas selon les conditions que la Russie estimera équivalentes sur le New Start, avec ce spectre, donc potentiellement de se retirer de ce traité sur les essais nucléaires. Troisième et dernière information sur l'abrogation de Lucas de 2012. Alors, c'est un texte qui en réalité, une abrogation qui paraît logique, parce que quand vous lisez ce texte-là, eh bien, il paraît complètement dissonant par rapport au contexte international d'aujourd'hui, parce qu'on lit des choses désormais aussi folles et qui appartiennent à l'histoire, malheureusement, que donc c'est un texte, si vous voulez, qui sert à donner les grandes directions et qui va implémenter, qui va mettre en œuvre quel type de politique, de mesures dans la politique étrangère russe, excusez-moi. Donc, on parle du ministère des Affaires étrangères, on parle de différents organes qui vont s'atteler à différentes tâches qui sont définies dans le grand texte doctrinal qui est le concept de politique étrangère, pour synthétiser. Et on lit des choses dans ce texte, donc de 2012, où il est question de promouvoir la coopération active dans le cadre du G8. Le G8 n'existe plus. D'un espace économique et humain unifié de l'Atlantique à Vladivostok. Ça aussi, c'est terminé. D'annulation des visas court séjour entre l'UE et la Russie. Terminé. Forger un partenariat stratégique entre Bruxelles et Moscou. Ça, c'est les oubliettes. Développer un partenariat énergétique mutuellement bénéfique pour les Russes et les Européens. Ça, préhistoire. Donc, en fait, ils ont abrogé un texte qui était déjà complètement antédiluvien au vu des derniers développements, et je pense que ça préfigure la publication prochaine d'un nouveau concept de politique étrangère, puisque l'actuel date de 2016, et que le nouveau va être mis à jour très probablement et publié en 2023, et je pense que là, on va voir dans les canons, j'allais dire, gravé dans le marbre désormais ce que l'on pressent et ce que l'on connaît, un grand pivot vers l'Orient, l'Asie, la Chine, l'Afrique, etc., et des mots très très peu tendres à l'égard de la communauté euro-atlantique. Voilà, Gilles. Merci, remarquable densité également. Voilà. Alors, on a pas mal de questions aussi. Je vous propose de continuer sur l'international et après, on revient à l'économie et à la politique intérieure. Quel était l'objectif de Biden à Kiev et pensez-vous que qu'il a été négocié avec la Russie, la sécurité du voyage? Il y a effectivement cette information qui est sortie alors que Biden quittait l'Ukraine, que soi-disant les Américains avaient expliqué aux Russes que le président américain se rendait à tel moment dans la capitale ukrainienne et que par conséquent, il était hors de question d'attenter quoi que ce soit comme type de bombardement sur Kiev, puisqu'il y aurait des risques que chacun peut imaginer. Bon. Il y a eu une phrase de M. Patrouchev, si je ne me trompe pas, qui a dit qu'effectivement les Russes ont été informés, mais qu'il n'a été à aucun moment question de garantie de sécurité ou de choses comme ça, hein. Donc je pense que c'est plutôt entre guillemets l'intelligence qui a prévalu. Je note que pendant le déplacement de M. Biden dans les rues de Kiev, il y avait les sirènes d'alarme qui criaient partout et que les rues étaient vides. Donc je pense que c'était pas seulement pour poser l'ambiance, mais bon, éviter qu'il y ait trop de monde dans la rue en tout cas. Voilà, pourquoi il s'est rendu à Kiev? On l'a dit, en gros, il s'était jamais rendu à Kiev, contrairement à un nombre de chefs d'État et de gouvernement occidentaux. Même un ministre israélien s'y est rendu, on l'a dit il y a quelques jours. C'est quand même le principal soutien militaire, économique, politique, diplomatique de l'Ukraine. Bon, il a fait donc entre guillemets, son pèlerinage. Et une fois de plus, la date n'est pas anodine, hein. C'est à quelques jours des 1 an de l'éclatement du conflit, et l'idée était de lui montrer qu'il venait sur place et qu'il allait, comment dire, être aux côtés donc de M. Zelensky dans ces longs mois difficiles et tragiques, et voilà, faire acte de solidarité, de présence, mais tout simplement, je pense que c'est ça. Alors après, évidemment, il y a les spéculations. Puisqu'il était à Kiev, je l'ai dit, avec M. Jack Sullivan, donc, qui est le chef du Conseil national de sécurité américain, qui a rencontré donc les représentants des organes de sécurité ukrainiens. Est-ce qu'il était question de discuter d'une modalité de cessez-le-feu? Est-ce qu'on a déjà parlé de plan de paix, de choses comme ça?
Évidemment, on n'en sait rien, j'en sais rien. On le saura, si ça a eu lieu, on le saura peut-être un jour, peut-être prochainement, mais on ne peut pas totalement non plus écarter cette hypothèse. C'est tout à fait probable. Alors, on parlait du ministre israélien des Affaires étrangères. Alors, est-ce qu'il est venu à Moscou après être allé à Kiev? Et est-ce que ça venu à Kiev, ça veut dire qu'Israël serait prêt à aider militairement l'Ukraine? Non, je crois pas. Alors non, il n'est pas venu à Moscou. Et est-ce que ça veut dire qu'Israël est prêt à aider militairement l'Ukraine? Je ne crois pas. Je pense que c'est le geste que les Israéliens ont consenti pour qu'entre guillemets, on leur lâche, on les laisse tranquilles, ce côté-là, et qu'on arrête de leur demander tous les 15 jours, tous les 3 semaines de livrer je ne sais quel système d'armement à l'Ukraine. À ce stade, les Israéliens, il y a un changement de gouvernement, M. Netanyahou est là-dessus sur la même ligne à peu près que son prédécesseur, avec des petites dissonances dans le déclaratoire, mais sur la posture de fond, ça ne change pas. La sécurité d'Israël prime avant tout, donc ça passe par ne pas livrer d'armes à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que sinon, ils redoutent un retour de flamme sur la Syrie et sur l'Iran et sur un tas d'autres choses. Et par conséquent, ce n'est pas dans leurs intérêts sécuritaires. Si je peux me permettre, une nouvelle rumeur qui a cours depuis quelques heures, c'est que le Premier ministre israélien Netanyahou pourrait se rendre à Kiev. Alors, puisqu'on était dans l'étude de l'histoire qui a amené à tout ça, donc on a une question. Dans la ligne de la rhétorique sur la désertification, est-ce que la Russie avait intenté, donc avant 2014, j'imagine, des actions plus pacifiques et formelles en réponse aux violences russes en Ukraine, donc avant 2014? Je pense à un potentiel dialogue avec l'Ukraine, des déclarations auprès des institutions internationales, ou même des droits de l'homme. Et il y avait eu déjà, est-ce qu'on avait parlé avant cette action militaire de désification? Est-ce qu'il y avait des demandes qui avaient été faites? Enfin, je pense Alors, ça. des demandes formelles, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis 2014, depuis Maïdan, et donc depuis le changement d'équipe et le changement d'orientation stratégique fondamentale de l'Ukraine, les Russes se sont émus assez régulièrement de retraite au flambeau, de plaques commémoratives apposées en l'honneur de divers responsables ukrainiens, de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, voire parfois même de la division SS Galicie. Alors, évidemment, tout ça est factuellement incontestable. On peut considérer que c'est marginal, effectivement. Les soutiens avérés à aux anciens combattants de la division Galicie à l'échelle de l'Ukraine, c'était ultra minoritaire. Ce qui est non moins contestable, c'est que les autorités à Kiev ont laissé faire. On n'a jamais eu d'interdiction, de manifestation. Les seuls qui, encore une fois, montaient au créneau pour dénoncer ça, c'était la Russie et l'ambassade d'Israël à Kiev. Alors, on voit bien l'instrumentalisation qui est faite d'un côté ou de l'autre, hein, mais factuellement, c'est incontestable et ça donne des arguments, évidemment, à ceux qui, en Russie, parlent de nazis, dénazification, etc., etc. Pour ce qui est des démarches, encore une fois, je ne crois pas. C'est plus d'intervention dans le domaine médiatique. Il y a, alors justement par hasard, une question qui rebondit sur ce que tu disais sur Prigozhin tout à l'heure. Donc, à quoi joue Wagner en se plaignant officiellement du manque de munitions données par l'armée russe? Wagner est payé par les Russes ou veut devenir indépendant? On peut donner les tiraillements actuels ou les postures entre Wagner et l'armée russe. C'est quelque chose qui est ponctuel, enfin, ou est-ce que c'est une vraie fracture? C'est difficile à dire. Encore une fois, on va prendre beaucoup de précautions puisqu'on est sur des sujets sensibles et que généralement on évite de traiter. Donc, de façon générale, le simple fait que ces différences soient exprimées en public, ça interpelle. Ça interpelle parce que la Russie est en guerre. Il faut bien appeler un chat un chat. Donc, or, en temps de guerre, les dissensions politiques sont plutôt mises sous le boisseau, surtout à l'intérieur du pouvoir. C'est pas du meilleur effet, c'est pas très bon signe généralement. Ce qui est très frappant, c'est l'existence même de ces
dissension, qu'elle soit mise sur la place publique. Ce qui est très frappant aussi, c'est le ton de M. Prigojine. Alors, c'est un ton très direct, hein, il s'exprime, ce que les autres ne font plus. Et ça aussi, ça détonne dans le contexte actuel. Il y a la prise de parole et le ton. Ce qui surprend et ce qui parfois peut plaire en Russie, c'est le caractère très franc du propos. Alors que tout le monde, ou presque dans les élites russes, soit se tait, soit élude, soit utilise des formules un peu alambiquées, il y a un franc-parler chez Prigojine qui est assez unique. De surcroît sur des sujets très militaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est pas tout à fait nouveau, hein. Je rappelle que les premières prises de parole, de concert, si j'ose dire, avec M. Kadyrov, c'était à l'automne pour dénoncer l'incompétence du commandement militaire à la suite des défaites de Kharkiv. Donc, c'est pas tout à fait nouveau. Là, le propos, il est plus virulent. Wagner se plaint de ne pas être livré suffisamment en munitions. Il accuse, ce qui n'est pas une petite accusation, l'état-major et le ministère de la Défense de trahison et de vouloir détruire Wagner, ni plus ni moins. Alors, pour ce qui est de la réalité des faits, je n'en sais rien. On voit beaucoup d'analyses et de commentaires très divergents là-dessus, y compris de gens qui sont en général bien informés sur ce qui se passe dans le Donbass. Certains disent finalement Wagner n'est pas maltraité, simplement il n'est plus privilégié comme c'était le cas avant. Encore une fois, je n'en sais rien. D'autres disent c'est de la mise en scène. Finalement, alors soit il se prémunit contre d'éventuels échecs, ou au contraire, ça lui permettra de dire dans quelques jours, malgré tous les bâtons qu'on me met dans les roues, eh bien j'y arrive quand même. Alors, sur le terrain, pour l'instant, pour autant qu'on puisse le savoir, hein, de source ouverte, Wagner avance. Bon. Et ne semble pas pâtir particulièrement des derniers développements. Donc c'est difficile à dire. Il y a des jeux de pouvoir, il y a peut-être aussi une forme de sentiment de vulnérabilité chez M. Prigojine. Peut-être certains épisodes aussi de rivalité avec les militaires traditionnels. En tout cas, encore une fois, ce n'est pas du meilleur effet, hein. Finalement, aujourd'hui, il y a deux armées, en réalité, au moins, et des déclarations publiques voilà, et des accusations très graves. Donc, c'est pour le moins fâcheux en termes d'image. À ce stade, il faudra voir quelles conséquences politiques ça a. On avait eu l'impression, peut-être fausse, que fin janvier, les choses s'étaient tassées entre Prigojine et les militaires. Il s'était dit que le Kremlin avait fait passer des messages, avait demandé à Wagner d'arrondir les angles et avait demandé à tout le monde d'y mettre du sien finalement. Mais on voit que ça n'a pas duré. Donc, à suivre. Il y a des enjeux militaires, des enjeux financiers, des enjeux budgétaires, des enjeux de prestige aussi, tout simplement. Certains disent que le ministère de la Défense prend ombrage du fait que finalement, eh bien, sur le front, les seules unités qui, ces dernières semaines, en tout cas, ont progressé, ce sont celles de Wagner. Donc il y a tout ça qui fait que aujourd'hui, ça ne se passe pas très bien. C'est surprenant, encore une fois, dans le contexte russe. Il faudra voir si ça annonce des lignes, encore une fois, de fractures plus importantes et si M. Prigojine prend des risques ou pas. Et d'ailleurs, à ce propos, on a une question qui nous dit, avez-vous des nouvelles de Kadyrov? Il me semble que j'ai lu ce matin, d'ailleurs, à propos de Kadyrov, qu'il a déclaré qu'il souhaitait lui-même faire une société militaire privée dont il serait déchargé de ses tâches administratives. Donc, je ne sais pas très bien quel est le périmètre de cette proclamation. Alors, M. Kadyrov, à ma connaissance, mais je pense que Contrôle d'Igor n'était pas hier à Gostinny Dvor pour assister au discours du président Poutine. Alors, il y avait d'autres absents. Le maire de Moscou n'était pas là, mais il était excusé puisqu'il préparait, apparemment le discours et la venue de
de Poutine au stade Loujniki. Bon, la déclaration de Kadyrov, elle n'est pas. Enfin, Kadyrov fait du Kadyrov. Et qu'il souhaite poursuivre une fois qu'il sera déchargé de ses fonctions ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire la guerre, ce n'est pas très étonnant. C'est une forme de coquetterie aussi, sans doute. En réalité, je pense qu'il n'y a pas d'après professionnel pour Kadyrov. Kadyrov a, de mon point de vue, vocation à rester à la tête de la Tchétchénie ad vitam aeternam. À propos de Loujniki, j'imagine que le président Poutine va faire un discours. Est-ce qu'il y a quelque chose en attendre Il l'a fait déjà. Alors, ce n'est pas vraiment un discours, hein. Il est arrivé, selon une scénographie assez proche de celle de l'année dernière, dans un stade rempli, chauffé à blanc. Il a prononcé quelques phrases sur voilà, l'unité du peuple, sur le patriotisme. C'était très bref. Ce qui est très frappant, encore une fois, c'est que quand il prend la parole dans ce contexte-là, il y a une forme de. Poutine se transforme, en fait. Sans qu'il y ait se galvanise quelque part. L'émotion monte très haut, alors que c'est quelqu'un qui est toujours dans un autre registre, celui du contrôle, de la maîtrise de soi. Là, quand manifestement la foule produit un effet très fort sur lui. Très bien. Avons-nous des nouvelles de rapports honnêtes, entre guillemets, qui devaient être remis au président sur l'armée, ce qui se passe sur le front? Aucune nouvelle. Donc, on parle du rapport qui devait être rédigé sous la direction de M. Tourtchak, vice-président du Conseil de la Fédération et numéro 2 du Parti Russie Uni. Il est très probable que le rapport a été remis et il n'a pas été rendu public. Quel usage il en sera fait, c'est une question ouverte, comme on dit. Alors, on va passer aux questions plus économiques. J'ai reçu une information de la part d'un membre du CODIR de la Société Générale. Pour information, la Société Générale va bientôt fermer le compte de correspondant de la Rosbank. Alors, fermer les guillemets. Ceci après que JP Morgan et Bank of New York aient fait la même chose avec Gazprom Bank. Est-ce que l'Observatoire peut expliquer la stratégie des banques américaines et européennes? Et il y avait une deuxième question. Est-ce que la Rosbank va être soumise à des sanctions dans le cadre du 10e paquet de sanctions, et si oui, lesquelles? Je dirais que ça n'a plus beaucoup d'importance en réalité, puisque Rosbank est frappé par les sanctions américaines. On sait que dans le domaine bancaire, c'est ce qui compte finalement. Donc, et ça explique l'attitude des banques occidentales, hein, tout simplement. Voilà, on coupe les liens avec une entité qui fut une filiale d'une banque française et qui aujourd'hui est sous sanction américaine et qui donc avec laquelle plus aucun contact n'est possible. Alors, une question plutôt d'affaires étrangères. Bonjour, le président tchèque élu, Piotr Pavel, a tenu des propos similaires à ceux de M. Macron, notamment sur le fait qu'une reconquête totale du territoire ukrainien était illusoire et qu'un changement de régime en Russie amènerait des problèmes bien plus graves, ce qui a beaucoup surpris. L'auditeur dit qu'il vit à Prague, vu l'attitude des Tchèques depuis un an et les prises de position pendant sa campagne. Est-ce que ce n'est pas un début de retour au réalisme, y compris chez les plus radicaux anti-russes, entre guillemets, en Europe? Alors, c'est vrai que lors de la conférence de Munich, outre le président Macron, il y a le président tchèque a aussi osé parler de dialogue avec la Russie et effectivement dire des choses qui ne sont pas forcément dans le, entre guillemets, dans le mainstream. Et dire que ça y est, c'est un retour du réalisme, je sais pas, j'irai pas jusque-là. D'ailleurs, ce que dit le président tchèque, il y en a d'autres qui le disent et l'écrivent depuis un moment, notamment aux États-Unis, dans des think tanks parfaitement respectables, dans les colonnes de grands journaux américains, dans des éditos, depuis déjà, je pense, la fin de l'été et l'automne. Et on voit ça de plus en plus régulièrement depuis cet hiver. On cite ici régulièrement l'audition du chef d'état-major américain en décembre, qui attirait déjà l'attention sur le fait que militairement, on allait vers finalement une espèce de temps, de phase plateau, où il ne se passerait plus grand-chose.
Il y a un rapport de la Rand Corporation, qui est un très grand think tank américain, qui a été publié récemment et qui explique qu'une guerre qui se prolonge n'est pas dans l'intérêt des États-Unis et une fois de plus, il raisonne uniquement en termes d'intérêt américain. Faut attirer attention là-dessus. Et ils viennent appuyer cette thèse avec tout un tas d'arguments. Et il suggère même, parce que c'est toujours des documents à vocation performative, hein, ces rapports-là, dans les mesures qui seraient à considérer à entreprendre, il suggère même j'allais dire hérésie, de mettre dans la balance la levée des sanctions, alors, pas toutes les sanctions, mais évidemment par écluse, très progressive, de faire miroiter la possibilité de lever certaines sanctions pour essayer de faire bouger les choses au niveau diplomatique. Comprenez bien que ça, c'est parfaitement inaudible. Mais ils l'écrivent, ils le publient, ils se prennent des coups. Vous avez d'autres, bon bref, vous avez des choses qui s'écrivent comme ça, et c'est au niveau des think tanks, c'est au niveau des commentateurs, des experts, etc. Maintenant, en termes de prise de décision, c'est pas encore, loin de là, j'allais dire, ce courant-là, en tout cas cette approche-là qui prévaut aux États-Unis. On reste encore quand même sur des positions, je dirais pas jusqu'au boutiste, mais quand même, quoi qu'il en coûte. Voilà, pour l'instant, c'est quoi qu'il en coûte. On reste sur cette position-là, me semble-t-il. Merci beaucoup. Eh bien, on arrive à peu près à la fin de nos questions avec une dernière question qui peut ouvrir de longs développements. Quelles sont, selon le Kremlin, les frontières de la Russie historique? Eh bien, c'est le concept même de frontière en Russie est un concept flottant. Et d'ailleurs, il y a des articles très intéressants sur le mode de la frontière, non pas comme, comment dire, comme ligne de fermeture, mais plutôt comme une membrane. Donc, il faut être très clair, nul ne sait aujourd'hui au Kremlin où s'arrête la frontière occidentale de la Russie, et c'est un vrai problème en réalité. C'est un problème évidemment pour l'Ukraine, c'est un problème pour la sécurité européenne, mais c'est un problème pour la Russie également, à court terme, mais également à moyen terme. Il est possible que la Russie hérite d'un problème de sécurité durable sur sa frontière occidentale, avec une frontière non reconnue internationalement. C'est même le cas de figure le plus probable actuellement. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Comment analyser la demande des autorités françaises aux Français vivant en Biélorussie de quitter rapidement ce pays? Alors ça, c'est un message, enfin c'est une information qui a ressurgi la semaine dernière, je crois. Parallèlement, où ici, à Moscou, il y avait les messages sur le site de l'ambassade américaine selon lesquels le département d'État exhortait ses ressortissants à quitter la Russie au plus vite, etc. Donc ça s'est un peu fait écho. En réalité, ça n'a pas grand-chose à voir, puisque dans le cas de la Biélorussie, moi j'ai une information qui est une explication qui est très très prosaïque. C'est une question d'un message qui avait été mis sur le site il y a plusieurs mois de cela déjà, lorsque le conflit a éclaté, ou peu après. Et à la faveur d'une mise à jour des informations du site, etc., ça a ressurgi, c'est remonté en tête de gondole du site, et tout le monde s'est un peu inquiété de se dire: «Mais qu'est-ce que ça veut dire?» On a commencé à essayer de lire dans le café pour comprendre ce que ça veut dire. En fait, c'est tout simplement dire qu'une mise à jour du site, et que moi, c'est une explication qu'on m'a fournie, en tout cas, de bonne source, et que, finalement, circuler, il y a rien à voir. C'est un message qui est en ligne depuis longtemps, mais qui a remonté à la faveur d'un tripatouillage technique. Voilà. Voilà une réponse intéressante. Bien, nous sommes arrivés au bout de cet éclairage sur l'actualité, le 121e tout de même, donc ça commence à faire. Nous allons entrer à Moscou dans un petit pont de 4 jours, donc je souhaite à tous nos auditeurs résidant en Russie un bon repos, un peu de calme, de tranquillité familiale et amicale. Et on se retrouve lundi 27 aux horaires habituels pour notre prochain éclairage sur l'actualité. Comme d'habitude, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.